Bonjour à tous, on commence le webinaire, l'Happy Hour de ce soir. On va laisser venir arriver les retardataires. En même temps, là, on est 18h00, donc on va laisser tout le monde arriver. Question traditionnelle pour voir s'il y a des interactions avec le chat. Là, il y a 55 personnes qui sont inscrites, qui sont actuellement présentes avec nous. Juste nous dire dans le chat d'où vous venez. D'où vous venez, d'où vous êtes. D'où vous venez, ça nous importe peu, mais comme ça, on va voir un peu comment tout ça s'organise. Voilà, il y a du monde, j'arriverai pas à tout lire. Vraiment pas. Mais bon, n'hésitez pas. Il y a des fidèles en plus. J'aime bien quand même après 5 épisodes, il y a des gens qui reviennent. Donc ça fait aussi plaisir. Et les nouveaux, on est ravis de vous accueillir également. Eh bien, bonjour à Colmar, bonjour la Dordogne. Bon, on voyage un peu, je ne sais pas du tout où on en est là au niveau météo, mais à Paris, pour un mois de novembre, c'est pas mal. Alors, 59. Hop. On commence par un petit sondage, ça va vous mettre en appétit. La question, c'est quel est votre niveau d'aisance avec le développement web et le développement en général, pour savoir jusqu'où on va jargonner ce soir. Bon, l'objectif n'est pas forcément de trop jargonner, c'est vous mettre le pied à l'étrier par rapport à Rust, mais on ira plus ou moins loin dans des explications en fonction du public. Et donc, je vous propose de voter. Vous avez le résultat une fois que vous avez voté, qui est visible dans la partie sondage. Il y a déjà 47 votes sur 61, 48 là. Et donc, en tendance, il y a 2 personnes qui sont là par curiosité. Il y a 40% de débutants, 27%, 28% d'intermédiaires. On a 7% de grands débutants, pardon, 14%, je ne sais même plus lire les pourcentages, et 14% de confirmés. Donc, c'est assez réparti, mais quand même, voilà, peu de personnes vraiment confirmées. Et donc, ça corrobore le point de vue qu'on a pris pour ce soir, qui est de se dire qu'est-ce que c'est que cette bestiole de Rust et pourquoi c'est intéressant d'y réfléchir cette année. Voilà. Je vous propose, après ce petit sondage, de faire la présentation traditionnelle. Alors, on aime bien les jeux de mots, vous avez compris, chez O'Clock, entre le Happy Hours et puis Rust, un langage qui dérouille. Alors, parce que Rust en anglais, ça veut dire rouille, donc petit jeu de mots. Voilà, on s'est mis à plusieurs pour y arriver. Merci Audrey et merci à l'équipe de ne pas nous avoir censuré sur ce jeu de mots. Et petite particularité, c'est que ce soir, on accueille les experts de l'équipe enseignante d'Oclock, alors que jusqu'à présent, sur les Happy Hours, on avait des externes. Et donc, on a des choses aussi à raconter en interne et on ne voulait pas tirer la couverture à nous tout de suite. On voulait se chauffer un peu avant et on est ravis ce soir d'intervenir devant tout le monde. Alors, vous le verrez, les illustrations sont faites avec ou Midjourney ou Dali ou d'autres IA de ce type. Et on a constaté que nos crabes avaient souvent une pince de trop, ou pas forcément le bon nombre de pattes, mais néanmoins, les figures sont sympathiques. Vous verrez aussi sur les articles en ligne, c'est à peu près la même chose. Ça met un peu pas d'ambiance, mais ça fait des personnages sympathiques. Et puis, on racontera un petit peu l'histoire éventuellement de ce logo. Alors, l'Happy Hours, pour les fidèles, vous savez ce que c'est. C'est une série de conférences d'ouverture sur la culture numérique et tech d'un côté, et sur la reconversion professionnelle. C'est les deux thématiques, ce sont les deux thématiques qui nous animent. Parce qu'en fait, le boulot d'Oclock, pour les gens qui nous connaissent et qui ne nous connaissent pas, c'est d'accompagner les personnes dans leur reconversion professionnelle au métier de la tech. Donc, beaucoup de devs, mais on a aussi une filière infrastructure, sécurité, cybersécurité, en asynchrone.
Et donc, beaucoup de reconversions, pas exclusivement, mais beaucoup. Donc, en fait, notre mission, c'est aussi d'accompagner des gens qui ne sont pas issus de l'univers de la tech pour y rentrer. Et c'est sous cet angle-là qu'on va parler de Rust ce soir. Alors, les intervenants. Moi, j'ai pas changé de nom et de fonction depuis la semaine dernière. Des gens que vous connaissez moins, Sébastien Lemoine, qui est responsable de formation chez nous. Clément, qui est l'auteur de beaucoup d'articles que vous retrouverez sur Rust. Fabien, qui est formateur et qui sera le formateur aussi de notre formation découverte Rust qu'on a lancé il y a quelques temps. Et André, qui est tuteur, développeur web, et l'auteur d'une excellente vidéo de comment installer Rust, et on en reparlera pendant cette intervention, et aussi de l'article qui va avec. Est-ce qu'il faut une barbe en Rust et normalement, il faut des lunettes, mais Fabien est une exception. Donc, on peut venir sans barbe pour Rust, parce qu'effectivement, là, ça fait un peu rasé pour barbu. l'occasion. Oui, tu t'es rasé pour l'occasion, c'est ça. Pour pas qu'on fasse la remarque qu'il faut une barbe pour être développeur, parce que je l'entends trop souvent. Sachez qu'il l'avait encore hier, la barbe, hein, donc tu vais pas avoir. Il l'avait hier. Mais vous avez, en fait, la passion de Rust fait qu'on oublie de se raser et forcément, on a la barbe qui arrive. C'est un enchaînement. C'est pas un prérequis, c'est juste une conséquence. Très bien. Donc voilà pour les intervenants. Comment ça fonctionne Livestorm? Vous avez un onglet de chat sur lequel vous avez déjà beaucoup interagi. J'ai pas eu le temps du tout de regarder, mais comme d'habitude, Audrey regarde ce qui se passe et me donne un coup de pied en dessous de la table quand il y a des choses vraiment importantes que je n'ai pas vues. Et surtout, il y a un deuxième onglet, l'onglet questions. Et vous pouvez cliquer sur cet onglet et éventuellement voter sur les questions qui vous intéressent le plus. Et en général, on répond à tout. Avec un mix entre la présentation et puis les interactions, parce que c'est aussi l'intérêt du live, c'est d'avoir des interactions et de personnaliser les choses. Et donc, voici sur la partie présentation. Et rappel, avant de se lancer dans le grand bain, une petite pub pour Cristalline. Plus sérieusement, la semaine prochaine, puisqu'on fait un happy hour toutes les semaines jusqu'avant la trêve estivale, on reçoit Loïc Trégourès pour un sujet très orienté cyber et un peu géopolitique, avec un sujet qui pourrait être anxiogène. Est-ce qu'un cyber Pearl Harbor est possible? Et on prendra aussi de la hauteur sur la menace cyber juste avant les Jeux Olympiques. Ça promet d'être très intéressant. Je connais très bien Loïc, qui est docteur en sciences politiques, et qui a été aussi mon responsable pédagogique quand j'étais à l'IHEDN, donc l'Institut des hautes études de défense nationale, sur la souveraineté numérique. Et donc, c'est quelqu'un qui est très intéressant et qui aura des choses à nous raconter. Il a fait, voilà, je regarderai sa bio à l'occasion. Place aux stars du jour, à savoir notre équipe interne. Et je vais changer de présentation alors qu'un sondage vient d'apparaître. Hop. Parce qu'on a une autre présentation. Et là, on va changer un tout petit peu le setup. Pardon. Voilà. Bim. Et messieurs, je vous passe la parole. Je la récupérerai le cas échéant. Et donc, oui, sauf que j'ai la main sur les planches, donc Seb, tu pourras me dire quand je passe. Donc voilà, on recycle le jeu de mots sur Rust, le langage qui dérouille, avec le petit crabe. Et petite intro. On va pouvoir introduire très rapidement, ouais, merci Cyril. Pour être très succinct, en fait, on va parler un peu de Rust. Comme vous voyez, on est plusieurs interlocuteurs, donc en fait, ça va plus se dérouler sous la forme d'un échange, ce qu'on va raconter ici. C'est pour ça qu'en fait, sur les slides, on ne verra que les gros titres qui vont nous servir juste à cadrer un peu l'échange, pour éviter, parce que bon, on sait comment on est tous ensemble et on a fâcheuse tendance à tunnel focus et à complètement se perdre dans ce qu'on disait. Donc voilà, les slides sont là juste pour ça.
pour faire simple, pourquoi on veut vous parler de Rust? Parce que Rust, j'ai vu dans le chat que quelqu'un disait ça level up sur le marché. Eh ben, on est complètement d'accord, ça level up sur le marché. En plus, c'est un langage qui a énormément d'intérêt, à la fois sur son approche, son utilisation, et aussi sur l'impact qu'il peut avoir sur l'ensemble des développements. Et je dis sur l'ensemble des développements parce que c'est un des points forts en fait de Rust aujourd'hui, c'est que on verra que ça a lieu vraiment partout. Et donc voilà, grosso modo, ce qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, donc c'est faire un petit peu un comparatif de nos différentes expériences de Rust, les comparer aussi avec d'anciens langages ou des nouveaux langages sur lesquels on travaille aussi, à la fois actuellement en parallèle, mais aussi par le passé. On peut faire un comparatif assez direct avec le C, qui est un peu une base pour la plupart des langages modernes. Et en fait, se rendre compte que Rust, c'est en mieux, en fait, presque, je dirais. Pour moi, en tout cas, c'est clairement du C en mieux. Je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, on va se laisser guider un peu par les slides. Du coup, commencer par parler notamment pourquoi Rust, c'est vraiment unique. Alors, comme je le disais, le premier parallèle qu'on peut faire avec Rust, c'est facilement sur le langage C, parce que on retrouve un langage fortement typé, on va retrouver un peu de gestion de mémoire, mais beaucoup plus simplifié. On va retrouver tout ce qui fait le sel des langages orientés objets aussi. Voilà. Donc, pas mal de choses. Il y a aussi un comparatif qui peut se faire facilement avec le Go ou avec Python aussi, qui se font assez bien. Grosso modo, le gros avantage, en fait, vis-à-vis de ces nouveaux langages comme Python, JavaScript même, ou Go, c'est l'optimisation qui a été apportée à Rust. Très clairement, en termes de performance, on va être très nettement au-dessus de ce qu'on peut avoir avec des langages modernes. Tout en conservant, on va dire, le confort qu'on peut avoir avec un JavaScript. Ok, je vois que ça débat déjà sur les offres d'emploi autour de Rust. Du coup, messieurs, à la limite, je vous propose qu'on commence l'échange à partir de maintenant. Dites-nous, en gros, pour vous, pourquoi Rust est unique, tout simplement. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre la parole? Je balance. Allez, c'est parti. Quand on pense à Rust, on pense tout de suite à la gestion de la mémoire, qui est vraiment unique en son genre, puisque c'est quelque chose que vous retrouverez pas dans un autre langage. En tout cas, je pense pas, je l'ai pas trouvé. Ça va permettre en fait d'éviter tout ce qui est erreur de pointage qu'on peut avoir côté C ou C++. Ça, c'est des erreurs courantes. On se plante en fait quand on essaie de pointer vers une variable, et en réalité, cette variable, elle n'est plus stockée, et du coup, gros bug. Et ça, c'est pas cool. Ça évite aussi tous les problèmes de concurrence qu'on peut avoir en C ou C++, c'est-à-dire des variables qui sont hors de portée et qui du coup ne sont plus accessibles. Et aussi, si on compare plutôt à du JS, du PHP ou du Python, là, par rapport à ces langages-là, Rust va permettre d'éviter tout ce qui est fuite de mémoire. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en JS, on reproche souvent que les applications sont gourmandes en mémoire vive. C'est notamment dû à sa gestion de la mémoire qui est parfois un peu chaotique. Et en ça, Rust est aussi plus performant puisqu'il gère mieux la mémoire. Par contre, dans les inconvénients que je noterais par rapport à Rust, c'est que pour l'instant, pour tout ce qui est interface graphique, il est encore un peu à la traîne. C'est pour ça qu'on préférera encore utiliser JS en front-end. Mais voilà. Alors, du coup, on en parle assez souvent là. Je pense qu'il y a des trucs qu'on va un peu redire parce qu'on en parle entre nous. On se connaît bien, on parle souvent du sujet parce qu'on est passionné. Et je vais du coup piquer un de tes arguments que tu avais déjà sorti dans une de nos discussions. C'est que Rust, pour moi, ce qui le rend unique, c'est aussi ce côté on peut tout faire. Ça donne accès à beaucoup de choses, par le fait que ce soit un langage bas niveau.
Et j'ai vu dans le chat qu'il y a des gens justement qui disent quitte à apprendre le bas niveau, autant passer par Rust. C'est une bonne idée parce qu'il y a tous ces avantages vis-à-vis de la gestion de la mémoire. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est des concepts après qui s'apprennent au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de difficile là-dessus. Mais Rust, on peut commencer même sans comprendre la gestion de la mémoire. On peut faire du serveur web, on peut faire du web réellement avec Rust. On peut faire énormément de choses. On peut faire de l'embarqué, donc c'est-à-dire avec des petites cartes électroniques, mettre du Rust dessus. On peut faire du jeu vidéo. On peut faire énormément de choses. Et pour moi, ce qui le rend unique, alors vis-à-vis de mon regard à moi, c'est que la modernité, parce qu'il est très récent comme langage, et il va corriger énormément de choses, qu'a dit Sébastien, c'est ce qui le rend meilleur par rapport à C ou C++, c'est qu'il corrige énormément de choses. C++, c'est les années 70, un truc comme ça. Alors que Rust, c'est 2011, 12, je sais plus, mais c'est super récent. Donc pour moi, c'est qu'avec un langage comme ça, sans avoir non plus besoin de rentrer dans des concepts ultra complexes, on peut toucher à énormément de choses. Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'on le compare autant à du C++, qui est du bas niveau, qui peut être vraiment quelque chose de très difficile. Moi, j'ai essayé d'apprendre du C et ça m'a tout de suite dégoûté. Là où Rust, j'ai trouvé un avantage. Et il a cette modernité qu'on arrive à le comparer à du Go et du Python, alors que, sur le papier, on n'aurait pas besoin de le comparer parce que c'est pas vraiment le même type de langage. Et pourtant, Rust permet de faire ça et il est super accessible. Et le dernier point qui trouve, je l'ai gardé le meilleur pour la fin forcément, c'est sa productivité et ce côté bienveillant. J'en parle dans ma vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube de l'école. C'est ce côté, c'est facile d'apprendre, c'est facile de se mettre dedans parce que dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un message, un problème ou même on a un petit warning, etc. On a l'habitude de voir des messages d'erreur qui sont juste, on vous dit l'erreur, la ligne et débrouille-toi. Là, il va faire des suggestions, il va aller plus loin, il va proposer plus de choses. Il y a des outils comme Rust Analyzer, Clippy, etc. On pourra peut-être en reparler plus tard, qui font que l'apprentissage et la productivité fait qu'on arrive forcément à écrire quelque chose de propre. Et moi, c'est ce truc-là principalement. Alors peut-être que je me considère encore comme débutant Rust. Ça fait quelques années que je m'y intéresse, mais c'est ce truc-là qui, pour le moment, en fait, me fait dire que Rust c'est unique et qui fait que j'en suis très passionné, quoi. Moi, je vais enchaîner à peu près sur ce que tu es en train de dire. J'ai l'impression que ce langage a aussi été pensé pour les développeurs. Dans le sens où ils vont essayer de faciliter la vie quand on code. Déjà, il y a un système, il gère beaucoup d'erreurs à la compilation du code. Donc, c'est un bas niveau, il faut le compiler, le transformer en gros pour pouvoir après être interprété, fonctionner. Et en gros, même des fois, j'ai l'impression, et c'est dans différents articles, etc., ils disent, vous ne savez plus quoi faire, vous mettez un truc, et en fait, il va vous corriger. Il y a les erreurs, c'est au moment de la compilation. C'est vous avez essayé de faire ça, mais attention, là, cette variable-là n'existe plus dans ce scope, par exemple. Et ça facilite. Et quand on sait plus, comment je dois la faire pour qu'elle reste vivante, essayez ça. Et c'est super intéressant. C'est super chouette parce qu'on n'est pas obligé de tout à chaque fois revoir la doc, etc. En fait, il y a une énorme doc rien que dans la gestion d'erreurs. Et donc voilà, première chose pour faciliter notre vie en apprentissage, en développement. Et après, il y a aussi les tests. Moi, en bas niveau, il y a plusieurs années maintenant, il y a une dizaine d'années, j'avais fait du C#. Pour faire des tests sous C#, il faut installer ça, il faut configurer ça, il faut créer un projet de test, il faut importer plein de trucs avec de la verbosité incroyable. Alors que là, en Rust, en fait, il y a 2 lignes à écrire pour dire la première ligne, en gros, on va cloisonner, le reste, ce sont des tests. Comme ça, la compilation, lui, il sera pas compilé. Et après, voilà un test, voilà un test, voilà un test, en gros. Et les tests, c'est juste, en fait, une fonction normale. Et on a des petites macros pour dire, faire nos asserts, etc., tout vérifier. Et je trouve ça aussi génial, quoi. Top. Je me perds. Alors, non, je me perds. Les tests, c'est vraiment incroyable. Je suis pas un mec qui faisait des tests et je suis un peu feignant là-dessus, je le reconnais. Mais ouais, la facilité de faire, t'as le choix, soit tu le fais dans le code où tu es et du coup, tu peux le faire tout de suite.
Et du coup, tu dis, OK, j'ai ma fonction, je viens de l'écrire. Ah bah tiens, je peux faire tout de suite le test direct. Et ton compilateur, il va tout de suite le trouver. Et tu peux faire, il y a des outils donc comme Cargo pour, c'est de la ligne de commande pour gérer les trucs. Tu peux faire Cargo test. Et il va juste récupérer tous les tests dans tous tes fichiers. Si tu veux mieux faire le truc, tu crées juste un dossier test à la racine. Dedans, tu mets tous tes tests et il va le trouver, ton dossier test. Il y a plein de trucs comme ça sur la structure, dont les tests qui sont incroyables. Et petite précision concernant la doc, on utilise beaucoup de librairies, on en reparlera plus tard. Et il y a aussi un outil en interne pour faciliter la vie des devs. C'est aussi pareil, on peut générer une documentation basée sur toutes les librairies qu'on a en local. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'aller chercher partout sur Internet, tiens, telle librairie, machin. Tu peux la générer en local et tu as la doc de toutes les librairies que tu utilises dans ton projet qui est générée automatiquement. Donc ça, c'est vraiment cool. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Les tests, c'est fou. C'est lié à juste rapidement, c'est lié à un autre point fort de Rust. C'est clairement l'aspect sécurité. En fait, tu vois, ne serait-ce que le fait d'avoir ta doc sur toi en local et pas forcément de devoir aller la chercher sur Internet, c'est aussi intéressant parce que Rust, c'est aussi utilisé énormément pour faire de l'embarqué. Et bah, quand tu fais de l'embarqué, que tu codes dans l'embarqué, bah, des fois, tu n'as pas forcément d'accès à Internet parce que parfois, tu travailles pour une société qui a mis en place un certain nombre de pare-feux qui te bloquent un peu l'accès à ce genre de choses sur ton poste de travail. Et du coup, bah, tu es un peu bloqué. Mais voilà, je sais que Rust axe beaucoup aussi sur l'aspect sécurité du système. Et ça, c'est notamment par le fait de son typage qui est très fort. En fait, là, pour le coup, on est vraiment sur un typage très fort par rapport à un langage comme Python ou JS, ou pas JS, il faut même passer sur TypeScript pour pouvoir faire du typage, ce qui est un peu une aberration parfois. Mais bon, voilà. Là, on est vraiment sur un outil, un langage qui fournit à la fois la modernité d'un JavaScript avec des outils comme Cargo, qui est en fait un peu l'équivalent d'NPM pour Rust, des outils d'analyse, des outils de test automatisés, et à la fois la robustesse, la performance dans de langages plus bas niveau comme le C++, quoi. Voilà. Donc voilà. Grosso modo, si on doit faire un inventaire des avantages, moi je serais là, quoi. Et on parlait de tests, justement. Pour moi, si on a la flemme ou si on n'a vraiment pas envie de faire de tests, comme visiblement André, c'était pas trop ton délire, justement, le langage étant suffisamment sûr, j'ai envie de dire, on pourrait presque se permettre de ne pas faire de tests, juste à la limite concentrer ses tests sur sa logique, c'est-à-dire juste tester la logique de ses fonctions, etc. Mais on peut être sûr que derrière, tout ce qui passe au compileur, en fait, va fonctionner. Donc ça, c'est quand même assez agréable, c'est qu'on n'a pas peur du bug qu'on ne détecte pas, qui va apparaître que quand il sera en production, par exemple. Parce qu'il y a très peu de chances, voire même aucune, je pense, qu'il y ait un bug de compilation. Donc ça, c'est quand même confortable aussi de se dire, tiens, je produis quelque chose qui va être complètement sûr. Et c'est un des inconvénients du C++, c'est que des fois, il y a des erreurs humaines qu'on ne peut pas anticiper. Et Rust est en fait là pour nous cadrer dans notre développement et faire en sorte qu'on code de la bonne façon, et c'est d'autant plus profitable quand on est en équipe. Parce qu'en équipe, quand on est à plusieurs et qu'on code pas de la même manière, vous le savez, ça part en vrille. Ok. Alors, je pense qu'on peut passer un peu au sujet suivant. Pour moi, le sujet suivant, du coup, c'est on a vanté vraiment les mérites de Rust, c'est cool, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec Rust, du coup? Est-ce que vous avez, vous, des petites préférences dans le cadre de l'utilisation de ce langage de votre côté? Je vais commencer. J'ai un peu spoilé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je suis encore dans l'expérimentation. Je me considère vraiment encore comme quelqu'un qui débute là-dedans, sans aller dans le syndrome de l'imposteur, hein. Mais j'essaie tout ce qui est possible. C'est-à-dire que j'ai fait un projet web parce que je viens du web, donc il fallait tout de suite que je teste de faire une API. Ça marche super bien. J'ai voulu faire un petit peu de front, mais bon, c'est pas ma passion, donc j'ai un peu lâché. Bon, ça transpile, ça fait du WebAssembly. J'ai pas été très loin, j'avoue. Là, en ce moment, je travaille sur plus une partie, on va dire, logicielle. C'est un petit convertisseur de Markdown vers du HTML avec plusieurs petites étapes de gestion d'images, de traitement d'images, etc. avec des petites librairies qui existent déjà.
Donc, je fais plein de petits projets comme ça. Et celui qui me tarde le plus, mais il faut vraiment que je me motive, ça va être l'embarquer parce qu'il paraît que c'est vraiment quelque chose qui est en train de monter en flèche de ce côté-là. Il y a des trucs vraiment très, très cool à faire. Donc, j'essaie de faire le plus possible de choses. J'ai pas un domaine pour le moment que je préfère. J'essaie vraiment de tout tester perso. Allez, j'enchaîne. Pour moi, passer sur Rust, en fait, ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles. Comme André, je venais du web et ça m'a permis en fait d'approcher des domaines que je pouvais pas trop approcher avec le web, ou du moins pas de la même manière que ce que je voulais. Par exemple, le domaine du jeu vidéo. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de me lancer dans Rust. Pourtant, on sait que côté C++, beaucoup plus est beaucoup plus mature en termes de jeux vidéo, mais le fait est qu'en Rust, c'est tellement agréable d'écrire du code, c'est tellement, on se sent tellement bien en fait dans l'écriture sur Rust qu'en fait on a envie d'y rester. Et donc le jeu vidéo, c'est un domaine qui pour moi va fonctionner à l'avenir avec Rust, tout simplement parce que si ça permet d'éviter d'avoir des bugs en série, je sais pas s'il y a des joueurs dans la salle, mais je pense que oui, on a tous été confrontés à une mise à jour qui provoque un bug dans un jeu, et alors là, on s'énerve, on s'agace. Et ben, j'ai bon espoir qu'avec Rust, on puisse avoir un monde du jeu vidéo sans bug. Ce serait beau, n'est-ce pas? Donc voilà un peu le domaine que je voulais mettre en avant ce soir. Bien sûr, il y a aussi le web, où il brille depuis des années, les systèmes embarqués également, mais pour moi le jeu vidéo c'est un bon axe de progression pour lui. Et en outre, par contre, je persévère à dire que sur tout ce qui est interface graphique, et là je parle pas de jeux vidéo, mais je parle par exemple d'un logiciel ou un front-end. André dit que tu avais testé les front-end. Je pense que tu as peut-être lâché aussi parce que l'écosystème n'est encore pas assez mûr de ce côté-là. C'est vrai que côté interface graphique, Rust est encore un peu à la traîne. Justement, côté C++, on a plus de ressources qui permettent aujourd'hui de faire du logiciel desktop et autres. Mais on en parlera tout à l'heure, il y a des outils quand même qui permettent de le faire. Alors, droit de réponse quand même. Ouais, il y a quand même des key binding où on peut utiliser des ressources à la base C++ avec du Rust. Et voilà, je vais chercher la petite bête peut-être. Il y a des trucs, ça progresse très vite, donc on en reparle tout à l'heure. Moi, je suis plutôt partisan c'est tout ou rien avec moi. Soit tu utilises que du Rust, soit tu l'utilises pas du tout. Ouais. Donc, pour moi, intégrer du C dans du Rust, c'est... Pour moi, Bevy est suffisamment mature pour faire autant du logiciel que voilà. Et Tori, alors j'ai pas la machine pour le tester parce qu'il fait beaucoup de compilations. Il faut voilà. On en reparlera plus tard parce que on va rester, sinon on va s'éloigner. Mais on en reparlera. Alors, mais pour moi, on est suffisamment sur le truc pour faire du prototypage, pour commencer à faire des choses. Ça existe vraiment. Vous pouvez commencer à faire. Maintenant, si vous lancez votre startup et vous devez choisir une tech, non, partez sur une tech qui effectivement sera plus sûre, même si vous vous dites, ok, je reste au courant de ça et je sais que potentiellement plus tard, c'est un truc qui pourra faire l'objet d'une transition ou que sais-je. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites. Après, en restant dans le domaine du jeu vidéo, pour prendre un exemple simple, vous connaissez tous Unreal Engine, qui est donc basé sur du C++ et qui est omniprésent dans le monde du jeu vidéo. Côté Rust, on n'a pas l'équivalent pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a un moteur comme Bevy, dont a parlé André, mais c'est peut-être pas la méthode la plus rapide pour développer un jeu vidéo. Non, pas du tout. D'ailleurs, il recommande, je vois qu'il y a une question, je me permets, Bevy recommande d'utiliser Godot. Donc, il y a une personne qui dit Godot permet de coder en Rust, mais comment ça se passe? Un code Rust compilé, puis recompilé par Godot. Je n'ai pas encore eu le temps de checker. Alors, sans rentrer vraiment dans les détails, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir des liens, des raccourcis entre ton code Rust qui ensuite va effectivement être utilisé par ton moteur qui, lui, je ne sais plus dans quel langage, je ne sais plus si c'est C ou C++, pour ensuite sortir le jeu. Mais sur Godot, il y a un langage qu'ils ont créé qui s'appelle le GDC, qui au final fait la même chose. L'idée derrière le key binding, comme c'est pour Godot ou pour d'autres choses, d'autres technologies, c'est-à-dire vous faites du Rust qui va ensuite être transformé, entre guillemets, je raccourcis vraiment, dans un autre langage pour
arriver au but. Le but, c'est que pour vous, vous n'utilisiez qu'un seul langage dans le fait de vous l'approprier, de pas avoir 50 langages différents et de switcher de l'un à l'autre. Juste un point rapide, je regarde aussi le chat et n'oublions pas qu'il y a, Ouais, il y a aussi des personnes qui sont pas, qui sont des grands débutants et parfois on jargonne un peu. C'était le risque quand on a fait la préparation, qu'on allait se laisser emporter par la passion et l'enthousiasme quand vous utilisez les termes qui nécessitent un minimum de pratique ou de recul. Si on pouvait un tout petit peu éviter de jargonner, on perdrait, en tout cas, on ne perdrait pas Thomas, notamment, mais qui a eu la gentillesse de nous dire effectivement qu'on commençait à partir un peu de notre jargon, mais on a une trame hein, pour, de toute façon, pour aussi passer en vue tout ça. Sébastien, tu voulais intervenir aussi sur cette Oui, partie alors très rapidement en fait, parce qu'en fait on parlait de web, on parlait un peu des sujets qu'on pouvait faire. Je vais me permettre juste de partager rapidement mon écran, ou en tout cas une partie une partie de lui. Comment je vais faire ça bien moi? Hop là. Hop là. Et ça va permettre de répondre à une des questions d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut pour développer en Rust? Mon simple VS Code me le permet, tout simplement. Alors dites-moi si vous voyez bien mon écran, il n'y a pas de souci. Ouais, on voit bien ton écran. Ok, top. Donc j'ai juste ici, je vais supprimer ce dossier-là parce que j'en ai pas besoin, on s'en fiche. Hop là. Ah, il n'est pas d'accord, on verra ça plus tard. Oui, parce qu'il est en cours d'utilisation, c'est pour ça. Pour faire simple, grosso modo, on a fait 2 petits projets. On va vous fournir les liens des repos pour que vous puissiez jeter un œil. Voilà, on a 2 projets réalisés en Rust ici. On en a un projet ici de Command Line Interface, hein, les CLI, grosso modo des outils en ligne de commande. Cet outil-là, en fait, il peut servir notamment à générer la base d'un projet Node.js. Voilà. Bon, vous avez peut-être pour beaucoup d'entre vous fait une formation Full Stack JS chez nous. Typiquement, le genre de projet qui va me permettre en une commande de générer à la fois la structure de mon projet, mais aussi le package.json qui va bien, en fait tout ce qui va bien pour commencer mon projet. Donc, grosso modo, comment ça va fonctionner cette petite chose? Bon, vous voyez, en fait, j'ai tout simplement une fonction main. Grosso modo, c'est par là que passe le programme à son départ. Je ne vais pas faire une revue de code complet, hein, on va juste passer en revue très rapidement ce qu'il est possible de faire. Mais voilà, grosso modo, j'ai donc défini ici une petite variable qui est en fait ma ligne de commande, voilà, dans laquelle je peux lui passer différents petits flags. Alors, les flags, on peut les définir soit de manière longue, comme ici, ou de manière courte, comme ici. Et évidemment, on va aller donner la petite aide qui va permettre de remplir ces choses-là. Voilà, donc on peut passer à notre commande, à notre petite invite de commande, là, le type de projet qu'on veut lancer, parce que j'ai fait ça pour Node.js et aussi pour PHP. Le nom du projet que l'on souhaite et le répertoire dans lequel on veut le renseigner. Voilà. Une fois qu'on a fait tous ces choix-là, ça va exécuter. Vous voyez, en fait, le match qui est ici, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un switch que vous auriez dans un Node.js. Donc, si jamais le type, c'est Node.js, on va aller exécuter cette commande-là. Sinon, on va aller exécuter celle-ci. Ces éléments-là, en fait, c'est des petits scripts que j'ai créés aussi en Rust directement ici. Et voilà, grosso modo, qu'est-ce que ça fait ce petit bout de script? C'est une petite fonction hop là, qui va exécuter une commande npx qui va créer une nouvelle application Node, tout simplement, et qui va aussi aller installer les packages de base pour créer une appli web Node.js. Donc, les fameux Express, PostgreSQL, Sequelize et EJS. Voilà, donc on a une petite application monolithe qui va se créer instantanément. Alors, c'est juste la base du projet. Comment je vais exécuter ça? On vous a parlé de Cargo, hein. Donc je vais aller directement, donc c'est dans le, hop là, c'est là-dedans, projet setup, et je vais aller dans, donc je vais directement faire ça comme ça, et je vais l'exécuter évidemment en tant qu'administrateur parce que sinon le npm install ne passera pas. Et pour faire ça, je vais aller chercher mon dans Target debug
et projet setup. Je lui donne le type, donc -t Node.js, -n test live, hop là, et hop là, le directory, et ben on va mettre ça directement ici. Non, on ne va pas le mettre dans le dossier du projet, c'est pas cool. On va le mettre à la racine, ça sera mieux. Hop là. Donc là, il me demande évidemment mon mot de passe. Et voilà, vous voyez qu'en fait, là, ce qu'il a exécuté, c'était des commandes npm. Et en fait, j'ai un petit CLI comme ça. Alors là, pour le moment, il est stocké dans un répertoire. Je pourrais mettre ça dans mon pass pour l'exécuter directement. Mais voilà, ça marcherait très bien. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a créé? À la racine, vous voyez, le test en live s'est créé ici. À l'intérieur, je vais retrouver mes nodes modules qui ont été installés, un dossier public pour stocker les CSS et compagnie qu'on ferait en Node.js. Et ici, la structure de base avec routeur, modèle, contrôleur pour un monolithe standard. Et vous voyez que mon dossier de dépendance a bien été généré. Voilà, ça c'était une première application, alors assez simple, mais en fait qui peut être plutôt utile, qu'on ne voit pas souvent en CLI. Voilà, typiquement un petit projet qui, en fait, comme vous voyez, il y a 3 fichiers, donc ça prend une grosse après-midi de travail. Et pourquoi une grosse après-midi de travail? Parce qu'en fait, il y a énormément d'outils qui m'ont été utiles. Il y a un utilitaire qui s'appelle Clap, qui permet d'exécuter des commandes de terminal directement depuis Rust, sans aucun souci. Le deuxième petit projet, plus simple, là, c'est petite dédicace à Clément, qui aime beaucoup le web, qui fait beaucoup de web aussi avec Rust. On a ici une petite appli qui permet en fait, de lancer un serveur web comme on le ferait avec un simple Node.js. Et en fait, pourquoi on est parti sur cette idée-là? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait, si on regarde un peu le code, c'est ni plus ni moins que ce qu'on pourrait avoir sur une application Node. Hop là. Je replie ça pour que vous puissiez apprécier rapidement le code source qui me permet de générer un serveur web avec du Rust. C'est ni plus ni moins que le même que ce qu'on pourrait faire avec Express. On va déclarer un nouveau serveur HTTP et on va ici, grâce à cette ligne-là, intercepter les routes et exécuter une action pour chaque route. Donc à la racine, on va aller chercher la fonction home qui a été décrite un peu plus haut, qu'on aurait pu décrire dans un fichier à part, mais là, en termes de lecture, vu le nombre de pages vu le nombre de lignes de code qu'il y avait, c'était tout aussi simple. Et qu'est-ce que fait cette fonction home? Et en fait, elle va aller chercher le contenu HTML d'une page statique stockée sur le projet. Voilà. Donc pour lancer ça, c'est pareil. Hop là. C'est pas plus compliqué qu'un npm run build ou ce que vous voulez, ou un npm start, pardon. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait JS, moi. C'est des serveurs web, du coup, et on va faire un cargo run, tout simplement. Et vous voyez, il est en train de builder le projet et il va me l'exécuter de manière à ce que mon application web soit déployée. Alors déployée en local, dans un premier temps. Mais vous voyez, et juste pour faire le petit parallèle, pour installer un Node.js sur un serveur Linux aujourd'hui, ça se fait en une petite ligne de code. Pour installer Rust, grossièrement, c'est la même chose. Et je pense que André ne me contredira pas sur le sujet. Non, il y a une vidéo à ce sujet-là. J'attire aussi l'attention pour ceux qui font du Node.js. Vous aurez remarqué qu'il y a quand même le petit A5 qui est au début des fonctions de Seb. Donc voilà, sachez qu'effectivement, on peut s'amuser à faire de l'asynchrone avec Rust, avec notamment la librairie Tokyo. Et du coup, ça rend la chose très puissante et ça ne vous perd pas du tout. Hop là. Pour ceux qui seraient curieux, je vous mets les 2 liens des projets, des repos de projets, si vous voulez jeter un œil au code. Je vous mets ça directement dans le chat et on peut reprendre. Je ne sais pas si ça a frappé. Merci pour la présentation de code, parce que ce qui me frappe à chaque fois que je vois du Rust, en fait, c'est que ça me rappelle du JS.
Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que je me suis lancé dans Rust il y a quelques temps. C'est que quand je suis arrivé dessus, je me suis pas senti perdu. Donc on a parlé des outils modernes comme Cargo qui permettent de se retrouver un peu dans le même environnement qu'avec un NPM, etc. Donc ça aide. J'avais fait du TypeScript, donc trouver du typage, ça m'a pas trop perturbé. Et en plus, je trouve que si on reprend un peu, si on peut remettre un peu le code en avant là dans la présentation, je trouve par exemple si tu reviens sur ton CLI, c'est assez frappant de voir qu'on peut chaîner des fonctions très facilement. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper de fonction, mais voilà. Typiquement ici, on déclare une application. Ensuite, on a un point, on a une série de points qui appellent des fonctions, et en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Alors bien sûr, si on met n'importe quoi comme fonction, ça va pas marcher. Mais mine de rien, on a quand même quelque chose qui est agréable à regarder. Je suis quasiment sûr que si on met un code C++ en comparatif à côté, là par contre, on a les yeux qui saignent. Voilà. Et ben, je rejoins complètement cet avis. Ouais, c'est assez lisible. À contrario, si on devait faire le parallèle avec un autre langage fortement typé qui, lui, est beaucoup moins lisible, je pense à Dart, par exemple. Moi, j'en ai fait pas mal. Et autant Dart est très bien pour faire du Flutter, hein, de l'appli mobile. Par contre, en termes de lisibilité, c'est l'enfer. Voilà. Et là, par contre, on se retrouve vraiment avec une syntaxe à la JS qui est vraiment agréable. Hop là. Le sujet suivant, c'était c'est comment de développer en Rust. Et ben en fait, je pense que au fur et à mesure que vous nous écoutez discuter, je pense que très clairement vous le sentez, on prend beaucoup de plaisir à ça parce que on va retrouver énormément de choses. On va retrouver énormément de choses qui sont dérivées des langages, on va dire, très récents comme Node ou ce genre de choses, avec un gestionnaire de paquets déjà mis en place, Rust Analyzer, honnêtement, qui est vraiment fantastique, très bien développé. Il y a déjà une multitude de librairies et de frameworks qui existent, mine de rien, pour un langage qui a, on rappelle, hein, sa première release officielle, c'est 2015, si mes souvenirs sont bons. Donc on est sur un langage qui a vraiment moins de 10 ans à la base en termes de release. C'est incroyable en fait d'avoir autant d'écosystèmes aussi rapidement. Souvent, je me rappelle par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler de Deno, qui avait été créé par le créateur de Node.js qui fustigeait grandement son NPM. Il n'y a pas eu autant de succès sur Deno à l'époque, qui pourtant prenait un peu les mêmes avantages, d'essayer d'optimiser à fond l'exécution du code, la gestion des packages. Et pourtant, il n'y a pas eu autant de succès. Il est écrit en Rust. Oui, d'ailleurs, écrit en Rust. Je n'avais pas fait de parler, mais oui, c'est vrai. Donc pourquoi faire du Deno quand on peut faire du Rust ? Voilà. Je dis ça comme ça. Et pourtant, Deno n'a pas eu le même succès, je trouve. Dès le départ, Rust a pris un bel élan, qui s'est un peu stagné sur la fin des années 2010, je pense, et qui, là, depuis les débuts 2020, a vraiment gagné un essor assez fantastique, notamment peut-être aussi dû à l'apparition des IoT, puisqu'on le disait, hein, Rust pour l'embarquer, c'est assez fort. Et la démocratisation de l'IoT a dû permettre à Rust d'évoluer plus rapidement que Deno en l'occurrence. Faut dire qu'aujourd'hui, on retrouve Rust dans des domaines tels que la finance, tels que l'aérospatiale. Si ça, c'est pas des indicateurs que Rust est fiable, je sais plus quoi dire. La défense et la cybersécurité aussi. Voilà, exactement. Il y a même déjà des projets qui étaient codés en Go qui n'est pas si vieux que ça, hein, mais il y a des projets codés en Go qui sont en train de se faire migrer en Rust aussi, justement pour cette question de cybersécurité. Ah oui, IoT, Internet des objets. Ouais. Merci Audrey. Juste un petit aparté là-dessus. En gros, on a les ordinateurs, vous allez avoir un processeur
Je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais en gros, vous avez un operating system qui, du coup, voilà, va travailler les choses. Et quand on a des toutes petites cartes ou ce qu'on appelle de l'embarqué, c'est-à-dire des toutes petites cartes électroniques où il n'y a pas nécessairement de processeur, et en fait, le programme est écrit dedans et va appliquer directement avec l'électronique les actions, ce pourquoi il est fait, on appelle ça de l'embarqué. Et du coup, Rust a une grosse, en ce moment, il est très mis en avant pour ça, parce que justement, il est très performant. J'ai vu une remarque dans le chat tout à l'heure qui a de Gabriel qui dit il y a vraiment une grosse commu pleine de ressources. Et pour répondre du coup à ces commandes de développer en Rust, c'est ça, c'est qu'en fait, le langage est auprès des développeurs, c'est un des langages les plus aimés des développeurs. Vraiment, il y a une énorme communauté. Et je pense que du coup, ça fait qu'il y a énormément de gens qui ont développé des librairies dans leur domaine ou dans les trucs qui les passionnent, qui fait qu'on a une quantité de librairies, vous n'imaginez pas la quantité de librairies qui existent, on en parlera tout à l'heure, mais vous pouvez trouver des librairies pour tout, qui adaptent absolument de tout. Mais parce qu'il y a une vraie passion pour ce dev, mais qui a un paradoxe à côté, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est rapport justement à l'emploi. Parce que autant les développeurs l'adorent, autant à un moment donné, il faut que ça mûrisse, il faut vraiment que tout ça se mette en avant. Et à un moment donné, oui, il va y avoir on va dire des éléments qui font que ça va être poussé plus en avant pour trouver de l'emploi. Cyril a partagé effectivement le fait que la NSA et la Maison Blanche encouragent à utiliser Rust pour les aspects de sécurité, etc. De notre côté, alors je sais plus c'est quoi l'acronyme, mais en France, on a un organisme d'État qui gère la cybersécurité, etc., qui a publié des documents sur comment coder proprement en Rust pour que ce soit bien sécurisé. Donc, ils encouragent aussi d'une autre manière. Merci, la NSSI. Il y a plein de trucs comme ça. Et c'est pareil, les très grosses boîtes commencent à recruter, etc. Donc, ça commence à arriver par là, les acteurs majeurs, et petit à petit, ça va redescendre. Mais c'est comment développer en Rust, du point de vue du développeur, c'est super cool parce qu'il y a une énorme communauté qui partage énormément, qui est très présente pour développer des librairies, des outils, etc., qui font qu'en fait, on est dans un écosystème en tant que développeur qui est très agréable. Maintenant, le marché du travail, surtout en France, commence à se mettre en place. Moi, je pense que c'est vraiment, et je pense que Clément, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'avenir. C'est en tout cas un langage d'avenir parce que justement, il y a une base qui est béton, qui corrige beaucoup de problématiques qui étaient liées à d'autres langages et qui a déjà une forte valeur de passion, on va dire. Maintenant, si en plus derrière, la Maison Blanche, les gouvernements, les grosses entreprises, etc., commencent à dire en fait, c'est trop bien. Donc, pour citer les grosses entreprises, on va prendre Google, qui ont fait d'ailleurs une jolie slide qui s'est un peu répandue partout, comme quoi Rust était super productif, plus productif que du C++ ou du Go. Bon, c'est un peu trafiqué, faut écouter le truc, mais en tout cas, ils sont d'accord que c'est productif. Linux qui commence à transformer, donc pour pas rentrer dans les détails, mais en gros, qui est en train de transformer petit à petit son code source aussi en Rust. Enfin, c'est un projet qui va prendre des années, mais ça se fait. Microsoft aussi commence à mettre des éléments de Rust dans ses projets, etc. Donc, il y a vraiment, on commence à avoir vraiment de ça un peu partout. Mais effectivement, le côté emploi, pour le moment, ça arrive tout doucement. Mais je pense que c'est le moment de s'y intéresser. Et c'est pour ça aussi que nous, on s'y intéresse, autant en tant que développeur, mais aussi du coup en tant qu'école. Sans faire la promo ou quoi, mais je pense que c'est quand même un point important, c'est que les entreprises, c'est cool, mais aussi les écoles qui commencent à s'y mettre, à faire des recherches et à mettre du temps dessus, à créer des premières formations, etc. C'est cool. Niveau animation, je reprends sur les slides où on se fait une première passe de questions-réponses. Première passe parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal. Énormément de questions. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Vous les prenez à la volée, les questions parce qu'il y a déjà eu des éléments de réponse en asynchrone. Et je vous laisse... Parce que voilà, dans les questions récentes, c'est ce qu'il fallait... Est-ce qu'il vaut dans les offres qu'on voit, en fait, je suis en train de disparaître. Est-ce qu'on va plutôt chercher des devs dans les offres Rust? Ouais, voilà. Et quelque part, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'intérêt d'avoir une expérience orientée objet pour
pour finalement être plus à l'aise avec Rust. Et donc, effectivement, dans beaucoup d'entreprises, le C++ reste une référence et en tout cas, ils sont davantage familiers. Et donc, ça leur permet de se rassurer en disant, voilà, on veut quelqu'un qui sache faire ça. Et puis, éventuellement, peut-être aussi, et derrière se mettre sur du Rust, mais peut-être aussi pour limiter l'effet de mode. Parce que quand on recrute des développeurs sur une techno, si la techno fait plouf, au bout de quelques temps, on va se dire, le C++ sera encore là, probablement dans quelques années. Et c'est peut-être un investissement moins risqué. C'est une hypothèse que je formule, mais je vous laisse oui et non. Oui et non, j'ai envie de répondre. Moi, je vois. Alors, oui, dans le sens, en effet, c'est bien d'avoir quelqu'un qui a fait du C++ pour faire la migration vers Rust, parce que du coup, il y a la gestion de la mémoire qui est déjà maîtrisée, ce genre de choses. Encore que, tu vois, je me dis que vu que la mémoire, elle n'est pas du tout gérée de la même façon, on n'a pas parlé de l'ownership, qui est en fait la façon de gérer la mémoire en Rust, qui est à la fois plus simple et plus facile à maîtriser, là où un dev C++ va commencer à chercher à faire des désallocations de mémoire, ce genre de choses. Je pense qu'en fait, il faut aussi que les entreprises, au-delà de l'effet de mode, aussi mettent un peu à jour leur façon de développer. Alors là, je prône un peu la mise à jour des contenus de développement parce que pour avoir travaillé dans le système bancaire, j'ai déjà touché à COBOL, Pascal, tous ces trucs un peu horribles, et j'ai plus envie d'y mettre les pieds. Par contre, un langage comme Rust, tous les jours en fait. Et je pense que les entreprises, il faut aussi qu'elles visent ça, éviter de s'appuyer sur des technologies en effet éprouvées, mais qui sont en perte de vitesse. Aujourd'hui, un développeur COBOL, ça doit coûter dans les 100 000 € par an. Je parle juste en termes de salaire, je ne parle pas des charges. Voilà. Donc, c'est quand même quelque chose. Là où, en fait, si on va chercher un développeur qui a commencé par JS et qui s'est formé à Rust pour apprendre la gestion de la mémoire, la gestion du typage, ce genre de choses, déjà, en termes de salaire, il gagnera et il aura une meilleure vision, en tout cas une vision plus moderne du développement plutôt que de rester dans des choses très procédurales, j'ai envie de dire. Enfin voilà, c'est mon avis sur la question, évidemment, qui n'est pas celui des ressources humaines, j'imagine, mais ça, c'est un autre débat. Alors moi, j'ai vu beaucoup beaucoup. J'ai vu des annonces effectivement où des gens disaient oui, on veut du Rust. Si vous faites du C++, on veut bien vous prendre si vous avez jamais fait de Rust pour faire la transition, tout ça. Mais c'est toujours sur des projets d'ambition C++. Donc on est sur une logique de transition d'une entreprise qui veut passer du C++ vers du Rust. Donc c'est tout à fait légitime qu'ils aillent taper là-dedans. Demain, on a déjà d'ailleurs aujourd'hui des outils, par exemple pour le web, qui sont développés. Alors pas que des serveurs web, on va avoir par exemple Parcel qui a développé un outil qui s'appelle Lightning CSS. Je l'ai vu passer tout à l'heure dans le chat. C'est un très bon exemple. Donc ça sert à compresser le CSS, à le rendre donc plus petit, le compresser, etc., l'optimiser et l'envoyer donc côté client sur le navigateur. Ils ont développé ça en Rust et ça a des performances de dingue. Donc ça, on peut pas le nier. Donc il y a de plus en plus de choses côté métier, côté back-end dans le web. Je pense que ce sera la porte d'entrée. Le front, à mon avis, on est encore un peu loin, comme l'a dit Clément. C'est pas encore du tout optimisé. Mais le back-end, à mon avis, ça va arriver. Et quand ces éléments-là, au travers de projets, vont commencer à être éprouvés, à montrer en fait que ça a de la valeur, là, en fait, effectivement, il y aura des postes qui vont commencer à se créer, mais je pense pas que tout de suite, enfin demain ou dans un an ou autre, on aura des postes genre recrute développeur web, back-end, Rust. Ce sera juste dans la liste des langages qui vous diront, nous, on a des projets, on a des outils en Rust, etc. Au même titre que, il faut faire du Node.js, il faut faire du Laravel, il faut faire du React, et il faut faire aussi un peu de Rust. Je pense que c'est comme ça, c'est ma vision personnelle, je sais pas ce que ça donnera. Je pense que c'est comme ça que ça va commencer à arriver. Mais, ça n'empêche pas que d'un point de vue de veille, d'auto-formation, les choses sur lesquelles vous êtes là au final, vous êtes là parce que vous faites votre veille aujourd'hui, au final, de ce que j'en ai compris vis-à-vis du sondage, vous êtes tous curieux de ça, ça n'empêche pas que vous pouvez commencer déjà à bidouiller un petit peu des choses. C'est comme quand on apprend un framework en front, on va apprendre React, on va être curieux d'apprendre Vue.js, Svelte, etc. Je pense que Rust va vous permettre d'avoir cette petite porte d'entrée. Mais pour moi, ça va arriver. C'est tellement performant, stable
Et un développeur Rust, au final, on va se rendre compte bientôt qu'il peut tout faire, que ça vaudra le coup, du coup, de l'intégrer dans les profils petit à petit. Ok, je vais juste, j'en profite, je vais répondre en direct à une question, parce que elle a été très upvotée, pour le coup, sur le nombre de langages qu'il vaut mieux, sur le nombre de langages sur lesquels il vaut mieux se limiter. Et je comprends la question, je comprends l'intérêt de la question. En fait, je vois le cerveau comme un espèce de vase communicant. Quand on apprend quelque chose, on est obligé de faire un peu de place pour apprendre cette chose, enfin passer un certain âge déjà surtout. Et je me dis qu'en fait, il ne faut pas apprendre des langages. Et là, en fait, je vais répéter un peu la philosophie de l'école. Il faut apprendre à apprendre et pas apprendre un langage à proprement parler. Connaître la documentation technique d'un langage de programmation, ça n'a pas spécialement d'intérêt. Le réel objectif d'un développeur, c'est de savoir où trouver l'information le plus rapidement possible pour éviter de perdre du temps en productivité. Les syntaxes, elles viennent, elles reviennent, elles repartent, elles reviennent, elles repartent, elles reviennent, autant de fois que vous changerez de langage. Vous avez vu tout à l'heure, là je me suis un peu banané sur NPM parce que j'ai pas fait de notes depuis un petit moment maintenant, parce que je mets un peu la tête dans Rust plus clair de mon temps. Et donc voilà, en fait, le nombre de langages n'a pas d'importance. C'est la méthode d'apprentissage qui est vraiment intéressante. Et en vrai, j'aurais plus tendance à vous dire, ne vous posez pas de limite au nombre de langages, limitez-vous au niveau de maîtrise. Dites-vous que je vais pas forcément, je vais commencer Rust et je vais pas forcément aller traiter tout de suite les traits, qui est peut-être le truc que moi je verrais plutôt à la fin. Je vais peut-être pas aller traiter tel ou tel sujet de PHP parce que, par exemple, le typage en PHP qui n'est pas forcément toujours utilisé ou en tout cas pas super commun. TypeScript, est-ce que je ne me cantonnerai pas à JavaScript parce que TypeScript, en fait, ça va juste apporter une aide à la compilation et en fait, en exécution, ça n'apporte rien. Voilà, ce genre de questions à se poser, jusqu'où je veux aller dans tel ou tel langage et ne pas se limiter en un. Voilà. Si je peux me permettre d'imager un peu ce que tu dis pour aller un peu plus loin. Pour moi, en fait, j'ai commencé par avoir une bonne maîtrise en JS et en passant sur Rust, en fait, ça m'a permis de comprendre exactement ce que tu disais, Seb, c'est-à-dire que il vaut mieux comprendre le concept sous-jacent que vouloir apprendre des langages juste pour dire qu'on connaît tel ou tel langage. Je prends un exemple. Je veux faire un serveur web. Je peux le faire dans plein de langages différents. On va dire, je peux le faire en Rust, je peux le faire en JS, je peux le faire en Go, en PHP. Mais fondamentalement, ce qui est important, c'est de savoir comment fonctionne un serveur web. Et ensuite, ma logique, je vais pouvoir l'appliquer, que ce soit dans n'importe quel langage. Les outils, ils seront à peu près les mêmes. On aura du routage, on aura un système de requêtes et de réponses. Et au final, je pense que c'est ça l'important, c'est de se pencher sur les concepts sous-jacents, de bien comprendre comment fonctionne par exemple un serveur web, et après, le concept, on peut l'appliquer. Il faut juste apprendre un peu la syntaxe. Mais au final, c'est pas ce qui est de plus bloquant. C'est pour ça que quand vous voyez souvent dans les offres d'emploi qu'on vous cite une dizaine de langages ou je ne sais quoi, et ça peut peut-être un peu surprendre quand on le lit, mais finalement, dites-vous que le langage, c'est juste un petit détail à apprendre, et que par contre, ce qui est important, c'est de savoir comment ça fonctionne sous le capot, finalement. Et en fait, le langage, c'est un peu ce qui va être cosmétique, entre gros guillemets, si je résume. Je suis d'accord. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin, moi, j'aurais répondu différemment, c'est-à-dire combien de langages vaut mieux-il se limiter? Moi, je dirais un seul. Alors là, vous pensez que j'avais dit Rust, mais non, je dirais l'anglais. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. Voilà. Après, le reste, comment est-ce que j'écris une fonction, comment j'écris une boucle, une condition, tu vas simplement lire la doc en anglais. Et effectivement, les concepts sont cool. Et il y a plein de gens là qui témoignent effectivement sur JavaScript, sur d'autres trucs et tout, et effectivement qui sont intéressés par ce côté typage et bas niveau.
Mais en fait, vous allez apprendre comment on écrit les boucles, les fonctions, etc. Ce qu'a dit Clément, hein, les concepts que vous connaissez. Moi, je suis parti encore plus bas que le serveur, mais voilà. Et après, vous allez apprendre des concepts un peu plus poussés qui, justement, sont sur du bas niveau. Comment est gérée la mémoire? Donc, c'est des concepts. Après, vous allez peut-être pas l'utiliser tous les jours, mais c'est juste des concepts. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vont arriver. En JavaScript, on n'a pas de compilateur. Là, on a un compilateur. Donc, OK, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait, etc. Ça vous empêche pas de commencer à faire du code et à faire des petits projets, mais c'est des concepts que vous allez apprendre petit à petit. Donc, un seul langage, l'anglais, et après le reste, éclatez-vous, testez le plus de choses possible, comme dirait Seb. Alors attention, Ouais, ça pardon, casse vas-y. ça casse la tête quand même, hein, d'apprendre à utiliser Rust. Il y a des migraines, quelques petites migraines qui vous attendent. Ça va pas être aussi frustrant qu'un autre langage parce que vous n'allez pas bloquer normalement sur une étape d'installation ou sur l'utilisation de votre éditeur de code. Mais par contre, il y a des concepts un peu d'informatique qu'il va falloir ingurgiter. Ça va peut-être, le cerveau va peut-être se confronter un peu. Mais en fait, une fois que vous allez comprendre ces différents concepts, après, vous allez, si vous retournez sur votre langage de prédilection qui était JS ou PHP ou je ne sais lequel, en fait, vous allez vous dire, finalement, en fait, c'est super simple de faire du JS ou du PHP. Parce que en Rust, c'est tellement plus poussé que finalement, revenir sur des langages haut niveau, c'est très facile. Et est-ce que pour toi, c'est plus casse-tête, c'est plus migraineux, on va dire, que quand tu as commencé à apprendre un langage de programmation et qu'il a fallu comprendre comment fonctionnait, je sais pas, une variable, une boucle ou la portée juste d'une variable? Ça l'a été parce que malheureusement, je me posais pas vraiment la question de comment ça fonctionnait de manière sous-jacente. Enfin, je me suis posé la question, mais du coup, ça m'apparaissait pas aussi clairement que quand j'ai utilisé Rust. La gestion de la mémoire, le fait que la variable est stockée dans la mémoire, en fait, c'était tellement facile que le langage JavaScript s'occupe de ça pour moi que je me posais même pas la question. Et du coup, c'est vrai que ça m'a quand même valu quelques petites migraines au début Ok. sur Rust, ouais. Je pense qu'on va switcher de sujet, c'est ce Ouais. voleur qui tourne. Je suis désolé, les gars, je sais, c'est Alors, ultra passionnant ce non, qu'on vas-y, raconte vas-y. là, mais voilà, juste rapidement du coup. Les projets, les livres, les trucs à suivre sur Rust. Bon, on vous en a déjà donné quelques-uns. On vous a parlé très rapidement de Tokyo. Moi, j'ai un petit kiff sur Actix en ce moment pour la partie serveur web. Je suis à peu près sûr que Clément va me dire qu'il y a mieux. Je dis pas que c'est mieux, mais c'est différent. Ouais, non, mais encore une fois, voilà. Et grosso modo, je dirais, moi qui fais beaucoup de CLI en fait, mais parce que je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est DevOps à côté. Clap me sort de beaucoup de galères, Clap et consorts. Voilà. Grosso modo, en ce qui me concerne, les projets qui me semblent vraiment intéressants à suivre, Actix, ouais, et Clap, c'est des projets qui sont très très intéressants. Bon là, moi je sais parce que je bosse dessus en ce moment. Après, encore une fois, Je rebondis du coup, puisque tu m'as un peu provoqué avec Actix. Non, pourquoi cette histoire avec Actix? Alors Actix, c'est un framework qui permet de faire des serveurs web. Si vous avez fait du Express en JS par exemple, c'est comparable, on va dire. Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Actix, qui est donc la librairie la plus populaire pour faire du serveur web en Rust, a eu un petit scandale il y a quelques années parce que les contributeurs du code utilisaient beaucoup d'unsafe dans le code. Alors qu'est-ce que c'est que l'unsafe? Il faut savoir qu'en fait en Rust, de base, Rust est sûr, Rust nous permet d'utiliser une gestion, enfin de gérer la mémoire de manière sûre, etc. Mais en fait, on peut très bien utiliser un petit mot-clé unsafe, qui veut dire en gros pas sûr, quoi. Et là, on peut écrire du code en totale liberté, un peu comme si on faisait du C ou du C++. Et en fait, il y a toute une polémique sur le unsafe en Rust, puisqu'il y a beaucoup de développeurs qui disent qu'il ne faut jamais faire d'unsafe en Rust. Et sur Actix, malheureusement, il y avait énormément de code unsafe, ce qui fait qu'à un moment donné, le framework a été un peu détesté. Là, il est revenu en grâce parce que les
les contributeurs ont un peu appris leurs erreurs, mais voilà pour la petite histoire sur Actix. Et pour moi, côté serveur web, je préfère mettre en avant Axum, qui est le framework web qui est édité par Tokyo et qui, selon moi, est le plus performant. D'ailleurs, si on regarde les benchmarks de serveur web, il est bien au-dessus d'Actix. Voilà. Dans les autres projets que je mettrai en avant, il y a Tori. Tori, c'est un équivalent d'Electron. Si vous connaissez Electron en JS, Electron, ça permet de faire du cross-platform, en fait. Ça permet de pouvoir utiliser du code JS et de pouvoir le publier. Par exemple, Discord utilisait pas mal Electron. Je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que je sais qu'ils ont basculé pas mal de leur code sur Rust. Mais en gros, Tori, ça va vous permettre de faire du cross-platform, mais qui sera beaucoup plus performant, puisque, comme je l'ai dit, Electron, c'est fait en JS. JS, ça comporte des fuites de mémoire, donc c'est très gourmand en mémoire vive. Donc côté Rust, on a la possibilité avec Tori de faire du cross-platform beaucoup plus léger. Et enfin, mon dernier outil que je voulais mettre en avant, c'était Leptos. C'est un framework front-end qui reprend un peu le principe de React, mais utilise en fait le concept de signaux. C'est un framework front-end qui permet de faire du front-end 100% en Rust. Donc en fait, pour la petite histoire, c'est compilé en WebAssembly. Et WebAssembly en fait convertit le code en JavaScript lui-même aussi. Voilà pour mes projets. Alors moi, il y avait pour embarquer les petites bases de données. Là, vous connaissez certainement SQLite. Bien entendu, c'est porté aussi sur Rust. Ça permet aussi d'aller voir Kretz.io. En fait, Kretz, on n'en a pas forcément parlé, hein, sauf si Non, je me suis... Non, c'est vrai, on n'en a pas parlé alors que on parlait de la communauté, etc., etc. Kretz, c'est un peu le npm.js.org, je sais même plus, .org, hein, je crois. vmjs.org. Ouais, c'est ça, merci. Je savais qu'il y avait JS aussi. En gros, c'est la bibliothèque où vous allez retrouver tous les outils, etc., etc. Avec aussi un standing d'entrée, quoi. Il faut que ça soit documenté, il faut qu'il y ait des exemples. Enfin bref, c'est une bible. Donc voilà, pour embarquer du SQLite et avoir une petite base de données, sans devoir installer un Postgre à côté ou sur un serveur externe, etc., etc. Et après, les deux autres, c'est pas forcément des outils en tant que tels, mais c'est des petits liens. Pareil, moi je viens du monde du web. Là, c'est un petit comparateur, entre des frameworks web, donc sur GitHub, avec Dioxus par exemple, qui a un React-like ou des trucs comme ça. Donc, si vous voulez vous faire une petite idée, il y a des tableaux, etc. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et le dernier, je ne sais pas si vous connaissez, sur GitHub, vous mettez awesome-un langage et vous avez des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs, de ressources, que trucs. Donc là, vous avez le awesome Rust où vous allez retrouver, en gros, il vous faut 3 ans pour lire juste l'index. Et donc après, je sais pas combien d'années pour tout tester. Donc, j'avais pas envie de tout tester moi, alors je vous laisse le choix. Voilà. Ok, me concernant, j'ai aussi dans du web. Alors, ce que les collègues ont présenté, c'est vraiment cool. Sachez une chose, c'est que Actix ou Axum, dans les deux cas, ça utilise Tokyo. Et donc ça, c'est top. Je vais pas vous mettre Tokyo, je vous l'ai mis plus haut. Mais moi, si je parlais de Loco RS, j'ai piqué l'idée à Clément parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir. Donc c'est un projet là aussi pour faire du web, donc plutôt back-end. Donc c'est un framework. Mais alors pour ceux qui connaissent, ça se rapproche plus de ce qui est fait avec Ruby in Rails. Donc l'idée, pour faire simple, c'est en gros, vous allez utiliser Actix ou Axum. Donc c'est tout simplement une librairie où vous allez utiliser des méthodes et des fonctionnalités pour créer un serveur. Ensuite, vous allez organiser comme vous le souhaitez votre projet avec des fichiers à part, etc. Comme l'a démontré tout à l'heure Sébastien, lui, c'était tout dans un fichier. Il a dit qu'on pouvait faire plusieurs fichiers, etc. Donc ça, après, c'est vous qui vous arrangez. Loco, lui, en fait, il y a toute la méthode, c'est-à-dire, OK,
il faut faire un contrôleur, ça va être dans tel dossier, ça va être écrit de telle manière, etc. Il y a des commandes pour justement générer les différents éléments, etc. Donc, pour une porte d'entrée, pour faire un petit projet justement en web, c'est pas mal du tout s'il y a des gens qui veulent pas trop se prendre la tête avec la structure Rust, parce que bon, c'est pas que c'est compliqué, mais si vous voulez vraiment bien faire les choses, il faut passer par différentes étapes. Donc là, ça permet de démarrer très vite. Le second projet, du coup, c'est un logiciel, c'est un terminal. Donc, que ce soit Linux, macOS ou Windows, c'est donc Alacrity. Ouais, toi aussi tu l'utilises, Sébastien? Ouais, tous les jours. C'est mon outil de tous les jours également. Et alors en plus, moi j'utilise NVim pour coder. Donc on parlait tout à l'heure des IDE, VS Code, etc. Moi j'utilise NVim et ça marche aussi très bien. Et donc voilà, Alacrity tous les jours, c'est fait en Rust, ça fonctionne très bien. En plus, il y a plein de petites choses comme Starship, etc. pour le personnaliser, le rendre plus sympa. Donc voilà. Et alors, je voulais parler bon, on en a parlé tout à l'heure, je vais le mettre, tant pis, je vais en rajouter 2, on avait dit 3, mais voilà. Bevy Engine, qui est vraiment cool. Alors effectivement, c'est pas aussi sexy que Godot parce qu'il n'y a pas d'interface graphique. Il y en a une, mais c'est un peu compliqué. Mais je vous conseille ne serait-ce que de suivre l'évolution de tout ça. Il y a des chaînes YouTube qui vont bien et tout. Et si vous faites des game jams, par exemple, ça peut être l'occasion de le tester parce que c'est des petits trucs vraiment sympas. Ça peut vraiment donner la tendance. Et le dernier, vraiment, je le rajoute, c'est carrément un jeu vidéo. Alors, il n'est pas fait avec Bevy, mais il est fait à 100% en Rust. C'est un jeu vidéo voilà, en voxel, multijoueur, etc. Si vous savez pas quoi faire, ça peut être l'occasion de vous rendre compte de ce à quoi ça correspond. Voilà me concernant. Ok. La suite, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour des librairies à suivre. Les gens ont plein de liens. Comment on fait pour se préparer à apprendre Rust? Eh bien, on a pas mal de ressources. Il y a pas mal de ressources qui existent. D'ailleurs, on est aussi les auteurs de certaines d'entre elles, en l'occurrence Clément qui a gentiment rédigé quelques sujets sur Rust, notamment un récemment qui a été publié récemment sur justement ce que c'est que l'ownership en Rust. Alors, c'est plutôt bien détaillé. Il y a tout un tas d'autres ressources qu'on va pouvoir vous détailler à partir du moment où j'aurai l'onglet sous les yeux, évidemment. On a repartagé certains des liens, Sébastien. Effectivement, sur notre blog, on publie au moins un article sur Rust toutes les semaines à peu près. Et on avait commencé aussi avec une sélection de ressources françaises, francophones, pour commencer. Je pense que c'est peut-être ce lien-là que tu évoques et qu'on a partagé en début d'intervention. Et puis effectivement, ça fait partie des questions, mais par où on commence? Gabriel a la gentillesse de nous citer un cours sympa sur une plateforme d'apprentissage concurrente, mais souvent qui fait de la qualité aussi. Hein. On n'a pas le monopole des formations de qualité, mais c'est un des points d'entrée parmi d'autres. On est sur de la synchrone. Nous, ce qu'on fait aussi, c'est du synchrone pour avoir les gens sous la main. Ok. Après de ça, il y a aussi pas mal de... Alors, comme on le disait, la communauté est plutôt active. Il y a une communauté Reddit France, me semble-t-il, qui a été montée il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je laisserai Mickaël me corriger si je dis des bêtises, mais il y a bien une communauté française qui s'est montée sur Reddit. Il y a énormément de ressources. Il y a un canal public que je viens tout juste de créer sur le Slack Pro. Aussi, si vous voulez échanger avec pour le moment moi, puisqu'il n'y a que moi dessus pour l'instant, mais si vous voulez qu'on continue d'échanger sur Rust, on le peut. Et très prochainement, dans les prochaines heures, on va mettre aussi en place un canal Discord. J'ai voulu le faire, mais j'ai pas les droits, donc là je verrai ça avec Mickaël. Hop là. Et puis, c'est déjà pas mal, en tout cas en ce qui me concerne. Si vous avez d'autres ressources, chers amis, n'hésitez pas à les partager. Eh bien, c'est parti, préparez vos marque-pages.
Pour moi, il y a vraiment des ressources essentielles qui sont celles que j'ai utilisées pour apprendre Rust, et c'est pas juste pour vous faire utiliser mes ressources, c'est vraiment parce que je les trouve pertinentes. Déjà, la première ressource pour moi, c'est tout simplement le book Rust que je mets dans le chat. C'est vraiment le point de départ de tout apprentissage Rust, à mon sens. Si vous cherchez un peu sur Google, vous avez aussi une version française de ce book, si jamais vous préférez la version française. Et très franchement, c'est la première fois que je lis une documentation pour apprendre un langage où je suis aussi happé. Et j'avais presque envie de lire ça quand j'étais au lit le soir, tellement ça me captivait. Merci André pour la version française. Et c'est vraiment, c'est très bien construit, la progression est vraiment très bonne. Et surtout, c'est pas mal orienté sur la pratique et ça vous permet de rattraper des concepts de computer science que vous ne connaîtriez pas, notamment la gestion de la mémoire, avec des petits schémas, etc. Donc c'est vraiment le top du top. L'autre ressource que je pourrais vous donner, c'est Rustlings. Rustlings, c'est pour ceux qui n'aiment pas trop la théorie et qui préfèrent la pratique. En fait, Rustlings, c'est une série d'exercices que vous allez pouvoir lancer sur votre machine. Et au fur et à mesure en fait, que vous complétez le code source en fait, de ces exercices, et ben, ça vous permet de passer au suivant. Et c'est vraiment top aussi. J'ai encore une autre source sous la main, c'est Rust by Example, qui là est la version, on va dire c'est le book, mais version uniquement avec des exemples à la clé. Donc vous avez une interrogation sur comment déclarer une variable, et ben, il y a un exemple qui vous attend sur Rust by Example, donc c'est vraiment top aussi. Et sinon, après, le conseil que je donne aussi en général, c'est qu'une fois qu'on a fait le book, une fois qu'on a fait les exercices Rustlings, bah, c'est parti, on peut se lancer, tester des frameworks, tester des librairies, commencer à essayer de créer des petits outils, et au fur et à mesure, ça finit par rentrer. Il faut savoir en fait que chaque librairie, chaque framework que vous allez utiliser, qui soit un minimum sérieux, donc quand je dis un minimum sérieux, c'est des frameworks et des librairies qui ont déjà quelques commits quand même, ben en fait à chaque fois il y a un dossier exemple dans le dépôt GitHub de la librairie, un dossier exemple avec plein de mises en situation qui vous permettent de voir comment vous pouvez coder avec telle ou telle librairie. Et il y a aussi à chaque fois une documentation sur un site dédié qui s'appelle docs.rs. Voilà. Tu m'as piqué tous mes liens. Ah, je suis désolé. J'ai un peu monopolisé. Non, en vrai, on a les mêmes. Je suis totalement d'accord avec le Rustbook. Alors, Rustbook, il peut être rebutant pour certains, ça va dépendre vraiment. Mais il y a beaucoup de concepts intéressants qui sont dedans, qu'on peut aborder. Alors là, c'est principalement comment on se prépare à apprendre Rust. Donc, c'est un travail individuel, en autodidacte, etc. Donc on n'est pas sur vraiment quelque chose de formation. Vous avez pas mal de vidéos que vous allez trouver en anglais aussi sur YouTube. Je vais pas vous mettre les liens parce que il y en a une foultitude. Mais bien évidemment, là, tous les liens qu'on vous a donnés, souvent, ils mettent en avant le côté, sortez votre IDE, votre bloc-notes, votre VS Code et commencez à taper du code. Je mettrai quand même en avant, parce que c'est rigolo de refaire la vanne, ma vidéo, mais c'est surtout qu'en fait, l'installation, c'est pas juste tiens, on va installer Rust. C'est tous les petits outils, toute la base pour comprendre comment utiliser un compilateur, comment justement lire les messages d'erreur, etc. C'est des trucs tout bêtes. Hein. Mais moi, si j'avais eu ça, ça m'aurait vraiment servi beaucoup plus. Ça aurait été moins difficile d'appréhender, même si voilà, ça m'a pas empêché d'être passionné. Mais voilà, ça vous permet de tout de suite commencer à écrire sans faire des heures et des heures de théorie. C'est aussi un des avantages que je trouve à Rust, c'est qu'on peut très vite mettre le nez dedans. Ok. Merci à tous. Et je crois que la suite, c'est la session questions-réponses. On a déjà traité en partie. Hop là. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été ajoutées? Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions là. Je pense qu'on en a
On en a probablement raté parce qu'il y en a une foultitude et y compris au chat, il y a eu beaucoup d'interactions. Je pense aussi voilà, on est sur souvent on fait les arrêts de jeu dans la hour, ça dure un petit peu plus d'1 heure, on en rajoute un peu. Je vous laisse survoler différents intervenants, les différentes questions, s'il y a des compléments que vous avez envie d'apporter directement. Pour les personnes qui ont le courage de rester avec nous encore jusqu'à cette heure-ci, s'il y a des dernières questions que vous avez envie de pousser, vous pouvez aussi encore intervenir sur le chat ou sur vos questions. Et bon, comme on vous le disait tout à l'heure, il y a un replay. On va aussi retranscrire une partie de ce qui s'est dit, parce qu'il y a du contenu pour ce que je disais à Audrey en parallèle. Là, on a évoqué des sujets, il y a du contenu pour notre blog pour 1 an, parce qu'en fait, on va faire des focus voilà, petit à petit. Donc, je vous invite à suivre ce qu'on va raconter sur Slack ou sur nos différents supports pour rester au courant. C'était une première approche avec clairement avec des passionnés. Je pense que vous l'avez compris. On avait mais on le savait. C'était le risque que ça parte après, pas forcément dans du débat d'experts, mais du débat de passionnés. Le message important, c'est que c'est possible en fait. Ce qu'on voulait montrer aussi, c'est que certes, Rust a une réputation de langage complexe à apprendre, mais que c'est possible quand on vient du web. Et finalement, André et Clément l'ont bien montré. Après, forcément, hein, ça demande du boulot, mais c'est accessible. Et c'est ça qui est important, c'est ce que je voulais évoquer tout à l'heure aussi sur le débat sur les langages dans les CV ou les annonces. Par moment, il faut vraiment faire attention quand on fait les annonces, de pas mettre des choses qui sont inutiles. Et par moment, l'annonce, c'est pas l'alpha et l'oméga. Vous devez pas forcément connaître 100% des compétences ou des langages qui sont évoqués sur les annonces, parce qu'en plus, surtout après une reconversion, il y a toujours le syndrome de l'imposteur et se dire ah oui mais moi je n'ai pas fait ce langage-là depuis des années ou j'en ai pas fait des heures carrées, alors je suis pas légitime et alors on se censure pour postuler. Et en fait, il faut aussi démontrer par des projets les réponses d'André tout à l'heure, moi, m'allaient très bien. Il y a un langage à apprendre, c'est l'anglais. Et après, ce que dit aussi Sébastien, on est complètement en phase. Et c'est un peu logique, on est quand même dans la même équipe. C'est la capacité d'apprendre à apprendre. Et c'est cette partie-ci, parce qu'il y a des concepts de base. Finalement, l'informatique qui se retrouve dans les deux. J'ai plus de connexion, ça c'est moche. Je vous entends, mais c'est moche pour faire la clôture. Ouais, voilà, j'ai une petite coupure. Je pense que ça, c'était à peu près rétabli. Mais voilà. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. J'ai une connexion très capricieuse ce soir. Il y a eu un petit lag, effectivement. Mais en gros, lancez-vous. Et je pense qu'il y a peut-être un mot de la fin. Il y a des questions qui sont revenues. Voilà, il y a 4 questions. Je vous laisse regarder avant que les boîtes qui embauchent en Rust. Des boîtes qui embauchent en Rust. J'ai partagé un lien avec des boîtes qui embauchent en... Ok. Ouais, alors j'ai partagé un lien tout à l'heure avec des boîtes qui embauchent, mais surtout les boîtes américaines. Avant de chercher les boîtes qui embauchent, peut-être commencer par apprendre le langage. Pas mettre la charrue avant les bœufs. Dans tous les cas, il faut être curieux. On n'est pas là pour vendre un langage. On n'est pas là pour vendre Rust. Nous, on est des passionnés, donc on en parle comme des passionnés. On y croit fortement. Pour nous, c'est quelque chose d'avenir, on peut dire. Mais il faut que vous aussi, vous le pratiquiez, parce que autant vous allez arriver, vous allez commencer à bosser dessus, et vraiment le bas niveau, ça va pas du tout être votre kiff, et ça va être autre chose. Donc il faut le pratiquer. Et oui, il y a des boîtes qui embauchent. Il y a le lien qui a été mis en début déjà de truc. On vous le remettra si besoin. N'hésitez pas, j'en profite du coup que j'ai le micro. Vous avez vu qu'on commence à mettre beaucoup d'articles, on commence à mettre des vidéos. Voilà, on a eu cette table ronde là. Peut-être que bon là c'était pour vraiment le débuter, etc. Peut-être qu'il y en aura d'autres. En tout cas,
avec l'équipe, on va essayer de faire en sorte que ce soit intéressant. N'hésitez pas à nous faire des retours. Vous avez accès, donc les alumni et même ceux qui sont pas alumni, hein, vous avez accès à plein de choses, que ce soit le Slack, le Discord, même sur LinkedIn, vous pouvez nous taguer. Si vous avez des idées, si vous avez des questions, etc. Pour nous, ce sera aussi l'occasion de créer du contenu au-delà de la formation. Je sais qu'il y a des questions sur la formation, mais c'est plutôt Seb ou Cyril qui répondront à ça après. Mais et vous pouvez aussi nous aider en venant nous poser des questions, etc. Et peut-être que ça nous permettra aussi de se dire, tiens, on pourrait faire un contenu là-dessus, une vidéo, etc. On a déjà plein d'idées. Maintenant, faut qu'on les mette en pratique. Mais n'hésitez pas à vraiment nous rejoindre et à discuter avec nous. Nous, ce qu'on cherche, c'est à discuter entre passionnés et aussi à avoir des retours. C'est-à-dire que nous, on a une vision par rapport à notre statut d'école, par rapport à nos recherches à nous aussi, de nos propres, individuellement, nos propres parcours de développeurs, etc. On a aussi besoin d'avoir vos retours à vous en tant que, voilà, peut-être que vous allez commencer à chercher, vous allez trouver des trucs que nous, on ne sait pas. On est vraiment, voilà, on a vraiment envie de discuter avec vous et de continuer même après là. Donc, rejoignez-nous et n'hésitez pas à nous poser des questions ou à nous suggérer des idées de contenu ou autre. Franchement, si on peut, on le fera, même en dehors de la formation. Je pense que on arrivera à trouver des petits trucs, quoi. Et c'est totalement l'état d'esprit de la communauté Rust que tu viens d'évoquer, André. C'est ça, c'est de l'entraide, c'est de l'intelligence collective, c'est de la solidarité. Et franchement, si on peut créer quelque chose de top comme ça me plairait bien aussi. Seb, Fabien, le mot de la fin. Kiwi. Pour ceux qui ont la ref. Je pense que ça va être difficile, c'est indépassable. Non, pardon. Tu m'as pris au dépourvu. Et du coup, C'était pas le but. Oui, je sais pas ce qui était la question. Mais je suis d'accord avec André. C'est un bon principe. C'était le mot de la fin. Mais oui. Non, mais comme le dit Hamza, manger du crabe, en fait, tout simplement. En mot de la fin, c'est pas mal. Moi, je suis super content d'avoir appris ce langage. Je suis très, très content qu'on se lance aussi là-dessus, de manière plus concrète. Et voilà, quoi. Hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Du coup, je peux aussi, non? Oui, j'ai beaucoup parlé. Non, un gros big up pour Audrey, qui a modéré, qui nous a rappelé qu'il y avait des questions parce qu'on n'arrêtait pas de divaguer. Donc, merci Audrey, qui a été là toute, un maximum d'émotions pour elle. Vraiment, elle a fait un super taf dans l'ombre. Bravo à elle. Et puis à Cyril aussi, parce que tous les changements, la régie que vous voyez, c'est Cyril qui le fait à la volée. Hein. Donc voilà, merci à vous deux et gros big up à Audrey. Bon, merci beaucoup. On vous laisse là-dessus après ce moment mérité d'autocongratulation parce qu'il y a beaucoup de boulot derrière tout ça. Et comme vous le voyez, on le fait dans la bonne humeur avec beaucoup de plaisir et je pense que ça s'est vu. Et on va essayer de pas perdre les 44 participants qui restent parce qu'on joue vraiment les arrêts de jeu. Et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt pour la semaine prochaine notamment avec un autre angle, hein, je te rappelle. Est-ce qu'un cyber Pearl Harbor est possible? Donc, on fera un peu de géopolitique. Les Jeux Olympiques, en général, il y a plus de... ça relague à nouveau, pardon. Voilà. Donc, un peu de géopolitique avant les Jeux Olympiques, où le risque de cybersécurité sera accru. Et donc, on aura un autre angle, mais vraiment venez, je pense que ce sera très intéressant. Et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.